Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui dans ce Point Lecture, j'ai 4 ou 5 romans, je sais plus, à vous présenter, et j'ai quelques lectures graphiques, bon, j'en ai 2 en fait, quelques, je m'enflamme. J'espère qu'au niveau du son ça va aller parce que mes voisins du dessus sont en train de faire je ne sais pas quoi, en tout cas ça hurle en italien, donc j'espère que j'ai bien dirigé le micro et que vous n'entendez que moi, hein. Sinon, bah, vous partagez mon quotidien, voilà. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Ne dis rien à papa de François-Xavier Dillard aux éditions, moi j'ai une édition France Loisirs. C'est un livre qui avait été choisi par Chris dans ma palle du mois de mars. Je l'ai lu il y a un bout de temps, hein, mais j'ai jamais eu trouvé l'occasion de vous le caser dans un point lecture parce qu'à chaque fois il y avait trop de livres. Là, je me suis dit que c'était le moment. Donc c'est un thriller que j'ai plutôt bien aimé, j'ai pas trouvé ça complètement dingue, j'ai pas été complètement envoûtée, mais j'avoue que j'ai passé un plutôt bon moment de lecture. Je suis plutôt contente que Chris me l'ait fait sortir de ma palle, parce que je pense que sinon il y aurait dormi très longtemps pour peut-être même finir dans une boîte à livres sans que je le lise jamais. Et ça aurait été dommage parce que c'était vraiment un moment sympathique. Donc on commence au début de l'histoire en fait avec quelqu'un qui est enterré vivant. Il faut quand même savoir que c'est une de mes pires peurs, c'est un truc, laisse tomber quoi. Et là en fait on est là-dedans, donc quelqu'un qui est enterré vivant, qui se réveille enseveli et qui va tout faire pour se débattre. Et sortir, et qui va se retrouver dans une maison avec que des morts, et voilà. Ensuite, on a ce passage, et ensuite, on suit une jeune femme qui s'appelle Fanny, qui vit en banlieue avec son mari, qui est artiste peintre, qui gagne très bien sa vie d'ailleurs. Elle est fleuriste, il me semble. Pareil, elle s'en sort très très bien dans la vie. Ils ont des jumeaux, des enfants très étranges, en fait, dans le couple de jumeaux. Il y a un des enfants qui est vraiment chelou, moi il me mettait vraiment très mal à l'aise ce gamin. Donc voilà, donc on les suit on les suit dans leur petite vie. Il y a un nouveau voisin, un grand pianiste très célèbre qui va acheter la maison qui est en face de chez eux, je pense, si je me souviens bien. Ils vont commencer à sympathiser avec lui. Donc voilà, je vous disais que les jumeaux étaient un peu bizarres. Il y en a un qui est complètement effacé, limite trop timide, et l'autre qui a des tendances psychopathes, hein, c'est-à-dire qui torture les animaux et tout. Et elle a beaucoup de mal en fait à gérer ça, mais vraiment beaucoup de mal. Et puis à côté de ça, on a des flashs du passé, mais on sait pas de qui en fait. On sait pas réellement qui on suit dans ce passé. Alors c'est souvent la même personne, sauf pour l'histoire de la personne enterrée vivante. On assiste aussi à une scène de viol qui, alors elle n'est pas complètement développée dans le détail et tout, mais qui m'a vraiment beaucoup perturbée. Je pense que vous le savez maintenant, c'est vraiment ce type de scène, mon petit cœur il a vraiment du mal. Je peux lire des choses ultra gore, mais ça, pour moi c'est très compliqué. C'est très brouillon ce que je vous raconte, mais c'est parce qu'en fait, le livre, jusqu'à ce qu'il se mette en place, peut avoir ce petit côté brouillon, ce petit côté où on est complètement perdu. Moi j'avoue que ce qui m'a fait triper, c'est bizarre, hein, mais ce qui m'a fait triper c'est les deux jumeaux en fait. Je trouvais ça hyper intéressant de voir deux enfants qui sont nés qui viennent d'un même œuf, hein, et remarque c'est pas dit dans le livre, mais bon voilà, et qui sont tellement différents, à quel point il y en a un qui va prendre l'ascendant sur l'autre, à quel point il y en a un qui est sadique, mais un truc de dingue. La fin m'a pas surprise parce que je m'y attendais, en fait j'avais compris avant la fin ce qui allait se passer, mais c'était sympa, voilà. C'est un roman plutôt sympathique, la plume de l'auteur est pas désagréable à lire, c'est un petit thriller, c'est le genre de thriller que moi je lis sur la plage. Oui, je fais partie de ces gens qui aiment lire des thrillers l'été, je pense que je vous l'ai déjà dit l'été dernier. Moi sur la plage j'ai rarement un livre feel good, je préfère un truc bien gore et sanglant. Bon là c'est pas le cas, mais un bon thriller l'été c'est bon. Voilà, donc soleil et thriller ça fait un super combo pour moi. Sachez-le. J'ai ensuite lu une petite romance, donc j'ai lu La guerre des papilles de Lucie Castel aux éditions Harlequin. Alors oui, j'ai beaucoup de mal avec les romances dernièrement, enfin depuis plusieurs mois, mais vraiment beaucoup de mal. Toutes celles que j'ai entamées jusqu'à présent, je les ai toutes abandonnées, mais toutes, voilà, il n'y en a pas une que j'avais continuée. Et ben il y a que celle-là qui est passée. Je pense que le fait que j'aime énormément la plume de l'autrice, son humour, etc. fait aussi que c'est passé. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Lucie Castel c'est également Oren Miller, donc qui est plus connue pour ses livres thrillers. Et qui va sortir d'ailleurs un livre chez Lynx Éditions là, au mois d'avril, qui a l'air vraiment dinguissime. Bref, quand j'ai vu qu'elle avait sorti celui-ci, voilà,
je me suis dit, allez, elle nous refait une romance, je retente. J'en ai lu, alors elle en a sorti 3, j'en ai lu 2, non. Elle en a sorti 3, j'en ai lu une, celle de Noël, que j'avais adorée parce que l'humour était génial. Et je me suis dit, allez, je tente. Et j'ai bien fait de tenter parce que... Voilà, c'était vraiment chouette. Alors c'est pas un coup de cœur, mais qu'est-ce que j'ai passé un bon moment, je l'ai dévoré et c'était vraiment génial. Si vous aimez la romance et la pâtisserie, vous allez être servi. Hein. On suit une jeune femme qui s'appelle Catalina, qui vient de perdre son grand-père en fait, qui vit à Saint-Malo, donc en plus voilà, région de mon cœur, hein, la Bretagne. Donc elle vient de Saint-Malo, elle vivait à Saint-Malo, elle apprend le décès de son grand-père, donc elle retourne en Corse pour voir sa famille, assister aux funérailles et suivre et voir sa famille, surtout que elle a vécu des choses vraiment difficiles professionnellement et sentimentalement. Quand elle était en Bretagne, ça s'est vraiment très mal fini, je vous dis pas quoi, parce qu'on le sait au fur et à mesure de l'histoire. Donc elle retourne en Corse en se disant qu'elle va y rester, d'autant plus que son grand-père lui a légué un peu d'argent et surtout lui a légué un local dans lequel elle rêve de créer une pâtisserie. Parce qu'en fait, Catalina est meilleure ouvrier de France, elle est pâtissière, elle adore ça, et elle rêve que d'une chose, c'est de créer sa pâtisserie, d'inventer en fait des gâteaux et de ravir les papilles de tout le monde. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il y a une espèce de guerre dans le village où ils habitent en Corse, entre deux familles, je ne me souviens plus des noms, excusez-moi, donc la famille Castelli et la famille Palazzo, donc Catalina est une Palazzo, et elle avait complètement occulté cette histoire, sauf que dans le village, personne n'a oublié que c'est la guerre entre les deux familles, mais alors une guerre, truc de fou, lié à une espèce de vieille reconnaissance de dette, un truc qui date d'il y a 60 ans, dont tout le monde se fout royalement, sauf que depuis, ils se détestent vraiment. Et l'arrivée de Catalina n'est pas vraiment bien perçue, surtout quand elle va ouvrir sa pâtisserie en face de la chocolaterie de l'héritier de la famille Castellini, donc de la famille voilà, avec qui ils sont en guerre. Ça va être très compliqué parce que les deux boutiques sont l'une en face de l'autre, que les deux sont des trucs un peu sucrés et qu'en fait les gens du village ne savent pas où aller, ne savent pas, voilà, parce que les gens ont du mal à prendre parti. En gros, on assiste à une génération... une période de vie où les Palazzo avaient le dessus, puis la période d'après, l'autre génération, c'était les Castelli, pardon. Donc c'est vraiment la merdouille, hein, on va dire. Sauf que Catalina, elle est loin de tout ça. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est créer sa pâtisserie. Voilà, prendre un nouveau départ. Elle a vraiment vécu quelque chose de très dur, mais de vraiment très très dur. Et qui m'a bouleversée, sincèrement. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et ça m'a vraiment bouleversée. Et en fait, elle va rencontrer Luca, qui est donc le propriétaire de la chocolaterie, qui est l'héritier direct de la famille Castelli, qui en plus est celui qui fait rentrer tout l'argent pour la famille, et il se sent vraiment investi d'un rôle très important. Et il voit d'un très mauvais œil cette nouvelle femme là qui arrive. Il pense que c'est encore une embrouille de la part de la famille, enfin bon voilà. Sauf que vous vous doutez bien qu'on est dans une romance, donc Luca et Catalina... Voilà, hein. J'ai beaucoup aimé cette histoire, mais je l'ai surtout beaucoup aimée grâce au personnage de Catalina, qui est une femme incroyable, qui refait sa vie qui reprend sa vie à zéro, qui décide en fait difficilement. C'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle a vécu quelque chose de très très dur, et on ne te fait pas croire que comme ça, tout change et que tout va bien. Non, on te montre vraiment qu'elle en chie, que ce qu'elle a vécu c'est dur, que faire le deuil de sa vie passée c'est compliqué, que renaître aujourd'hui c'est encore plus compliqué, et qu'on a beau essayer de lui remonter le moral et lui faire comprendre que c'est pas elle, que ça vient pas d'elle, c'est compliqué. Et j'ai aimé tout ce processus, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré la note de l'autrice à la fin. Voilà, c'est vraiment un petit bonbon, c'est tout léger, mais pas que. Voilà, c'est ça que j'ai aimé, je pense, et qui a fait que j'ai continué avec autant de plaisir. C'est que oui, on est dans une espèce de guéguerre, on est dans une espèce de... dans une romance, tout simplement, qui parle en plus de pâtisserie et de chocolat. Moi, j'étais plus intéressée par le côté chocolat que pâtisserie, hein, mais bon, après, chacun son truc. Et en fait... mais voilà, mais en fait, sous tout ça... l'autrice nous fait passer des messages, nous fait comprendre certaines choses et fait vivre des choses, enfin a fait vivre des choses à son personnage qui étaient très touchantes. J'ai vraiment beaucoup aimé, sincèrement j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment chouette. Alors je vous dis, hein, c'est pas, voilà, ça reste une romance, mais moi j'ai vraiment passé un super moment. Je vais ensuite vous parler d'un énorme flop,
mais un truc comme jamais. Donc il s'agit de l'exploratrice impériale de Heather Fawcett, le livre 1 quand vient La Tempête de chez Pocket Jeunesse. Alors il faut dire que la couverture, moi elle m'a envoyé du rêve, en plus là il y a un petit renard hein, qui s'appelle Dents de Chiffon, sachez-le. Franchement ça m'a envoyé du rêve, j'étais en mode ouh ça va être génial. Il est court, hein. Il est court, j'y ai passé une semaine. Parce que je n'avais jamais envie d'y retourner, parce que l'histoire ne me plaisait pas. Alors il y a eu des petits passages où ça allait mieux. Mais dans l'ensemble, on suit une jeune fille qui s'appelle Kamzine, qui a, je ne sais plus, à 17-18 ans, quelque chose comme ça. Elle rêve que d'une chose, c'est de devenir guide dans la montagne. Elle, on l'a mise dans une formation pour devenir chamane, ça l'intéresse pas du tout. Elle veut partir à l'aventure, être exploratrice, être guide surtout, hein. Sauf qu'en fait ce rôle on l'attribue à sa grande sœur et pas à elle, et Kamzine le prend vraiment pas très bien. Quand un homme très important du nom de... j'ai oublié, il a un nom pas possible lui aussi, River Shara, voilà. Quand River Shara va venir pour demander un guide, et demander surtout du coup que sa sœur, hein, sa grande sœur Liusha, le guide pour escalader et gravir la montagne imprenable, Kamzine elle le prend pas très bien et elle va tout faire pour être à sa place, et elle va partir en exploration et tu te fais chier. Voilà, et c'est tout en fait. Moi je m'attendais à un univers super développé parce qu'on n'est pas dans notre monde, hein, c'est un monde fantasy, et en fait t'en apprends que dalle. On est constamment dans ce truc de ils sont sur la montagne. Alors il y a un petit peu de magie. On nous intègre un personnage, un djinn en fait, puisque l'un des personnages a passé un accord avec un djinn, donc bon voilà, on nous l'intègre un petit peu, mais en fait j'ai eu le sentiment que tout était survolé, que tout ce que moi je cherchais je ne l'ai pas trouvé, je me suis ennuyée, je ne me suis accrochée à aucun personnage, le seul qui me faisait marrer c'est Dents de Chiffon, donc le petit renard, qui ne parle pas ni rien, hein, c'est juste un animal de compagnie en fait, parce que les gens qui viennent de ce royaume là ont des animaux qui leur sont propres, en fait, qui les adoptent dès qu'ils sont bébés. Liusha, donc la grande sœur, a des corbeaux, et Kamzine, elle, a un renard qu'elle a appelé Dents de Chiffon, qui est apparemment très, très laid, hein, voilà. Ça, j'ai trouvé ça très mignon. Mais en fait, c'est tout. Tout le reste ne m'intéressait pas, j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé l'histoire. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas accroché. Peut-être que vous aimerez, je suis triste, hein, surtout quand tu vois comme il est beau. Mais c'est vrai que non, moi, avec moi, c'est vraiment pas passé. Et je suis super déçue parce que, en fait, je l'ai reçu, je l'ai lu direct, en fait, parce que je l'attendais depuis que je l'avais vu dans le catalogue, j'étais en mode oui, je le veux, et en fait, mais le flop, quoi. Donc voilà, grosse déception pour moi, très grosse déception. Je vais maintenant vous parler de Surface, donc le nouveau roman d'Olivier Norek. Il sort le 4 avril, donc jeudi, il me semble. C'était génial, c'était génial, vraiment. Alors, je tiens à prévenir que par rapport aux autres romans d'Olivier Norek, donc la saga Victor Coste, donc celle où il y a Code 93, Territoire et tout, et l'autre roman Entre Mondes, celui-ci est complètement différent. Déjà, on n'est plus dans une banlieue. Dans la saga de Victor Coste, donc la première trilogie de l'auteur, on est en banlieue, on est dans le 93, on a des trucs, mais gore, mon dieu, c'était... Voilà. Dans Entre Mondes, on est à Calais, avec les problèmes d'immigration, avec cette zone sauvage où on laisse des gens comme ça. Ils sont très durs, celui-ci est bien moins difficile à lire, je trouve, il est moins gore, il y a quand même du meurtre, mais il est beaucoup moins gore, déjà il se passe dans l'Aveyron, quoi, tu vois, t'es dans l'Aveyron, t'es pas du tout dans une cité, bon, on te fait aussi comprendre qu'à la campagne, les gens, ils sont pas très nets non plus, hein, mais il y a un élément dans ce livre que j'ai adoré, j'ai adoré, il y a eu un petit passage, un petit moment de flottement dans le roman, et où je me suis dit, attends, quoi ? Enfin, il se passe quoi ? En fait, je comprends pas. Ça a bâmé au départ, et puis d'un seul coup, voilà. Et quand on voit vers quoi il nous amène, tu te dis, en fait, l'ambiance est super sympa, c'est-à-dire que finalement, tout ça, c'était pour créer une ambiance et nous amener vers cette enquête qui était géniale. Je me suis éclatée, c'était génial. Maintenant, je le dis quand même, hein, très honnêtement, j'ai lu tous les livres d'Olivier Norek, et c'est celui que j'aime le moins. Voilà, c'est pas mon préféré. En même temps, pour tous les autres, j'ai eu un coup de cœur. Celui-ci, je l'ai adoré, mais ce n'est pas un coup de cœur. Pour l'instant, pour moi, le best of the best, ça reste Entre Mondes. Entre deux mondes, pas Entre Mondes c'est autre chose. Ça reste Entre deux mondes, qui pour moi est
est un chef-d'œuvre et un bijou. Je trouve ce livre incroyable. Celui-ci pour moi est vraiment en dessous, vraiment, il est vraiment en dessous du dernier, mais c'est peut-être parce que j'ai surkiffé celui d'avant, c'est possible aussi. Bref, je vais quand même vous parler de l'histoire. On suit une capitaine de police qui s'appelle Noémie, qui en fait au moment d'une opération, c'est tout au début, hein, donc je vous spoil rien, c'est la première scène, tout au début de l'histoire, en fait, ils vont pour arrêter un braqueur, elle va ouvrir la porte et en fait elle va se prendre une balle d'un fusil, il me semble, en pleine tronche, et à partir de là, sa vie va complètement changer puisqu'elle va être entièrement défigurée. Donc voilà, on a cette première scène qui est ouf, tu vois, c'est ardos. Ensuite, on est dans un truc vachement plus limite, qui n'est plus thriller en fait, mais c'est la mise en place parce qu'en fait, on nous présente du coup ce personnage qui est cabossé, qui est complètement, mais ils te disent qu'elle est complètement défigurée, avec ce personnage qui va devoir apprendre à vivre avec ce nouveau visage, avec son entourage qui va devoir l'accepter, un de ses collègues avec qui elle était depuis 2 ans en couple, va avoir beaucoup de mal à digérer ça. Quand il va la voir, il va être un peu en mode « Oh mon Dieu, c'est quoi ce monstre ?» Et surtout, professionnellement, puisqu'elle bosse au 36 quai des Orfèvres, professionnellement, on va vouloir la planquer, en fait, parce que on part du principe que ce qu'elle montre physiquement peut effrayer les gens, pas du fait qu'elle soit laide, mais plutôt du fait qu'elle rappelle aux autres, aux hommes, enfin quand je dis aux hommes c'est avec un grand H, il y a des femmes dans le lot bien sûr, mais qu'elle leur rappelle qu'en gros leur métier est vraiment dangereux et que les accidents sont très présents, quoi. Et pour ça, on va l'envoyer en Aveyron en lui filant une espèce de mission à 2 balles, faire un audit d'un commissariat dans le but de le fermer, voilà. Sauf que son histoire a fait le tour de la France, que tout le monde sait qui est cette capitaine de police, parce que bah voilà, et elle quand elle arrive là-bas, personne ne sait pourquoi elle vient, personne ne sait qu'elle vient pour fermer le commissariat. Eux ils sont plus dans le petit patelin en mode « Wouh, on nous envoie une capitaine, c'est génial, c'est bon signe ». Sauf que tout ne va pas se passer comme le 36 quai s'y attendait, tout ne va pas se passer comme Noémie s'y attendait. Déjà, elle est franchement pas contente d'être là, parce que c'est une parisienne pure et dure, et franchement se retrouver en pleine cambrousse, ça la saoule. Pour elle, ils sont tous mauvais, et ça la saoule royalement. Sauf que on va découvrir un corps à la surface d'un lac, et on va découvrir plein d'autres choses derrière. Je vous laisse tout découvrir. C'était vraiment super, franchement je l'ai bouffé littéralement. J'ai passé un super moment de lecture, j'aime énormément la façon d'écrire d'Olivier Norek. J'adore en fait, j'adore ce que fait cet auteur, et là il m'a pas déçu, je vous ai dit que j'ai moins aimé que Entre deux mondes, bien sûr, mais parce qu'Entre deux mondes c'est, voilà, mon cœur il a explosé quoi, mais c'était génial, franchement c'était génial. À part, je vous dis, il y a ce petit moment de temps mort où t'es un peu en mode qu'est-ce qui nous fait, pourquoi, tu vois. Et finalement avec le recul, tu te dis que c'était important de prendre ce temps nécessaire, de rajouter une espèce de longueur. Je trouve qu'il y avait vraiment un espèce de parallèle entre la gueule cassée de Noémie et le village dans lequel elle atterrit. Le fait qu'on prenne notre temps, c'est aussi parce que ce personnage a besoin de prendre son temps. C'est comme ça que je l'ai ressenti en fait. C'est vraiment, voilà, il y a un moment de latence où on est vraiment en mode waouh, enfin il se passe plus rien. Mais en fait, c'est aussi parce que voilà, finalement on est aussi dans ce process de guérison de Noémie, et c'était vachement bien foutu. J'ai vraiment adoré. Et puis j'aime bien ces ambiances de village comme ça, où tu soupçonnes tout le monde et où tu te dis mais attends, en fait ils te font tous croire qu'ils sont sympathiques, mais non. De toute façon je l'ai toujours dit, dans les campagnes c'est les pires. Voilà. J'ai passé un super moment. Je peux que vous conseiller de lire ce roman. Il plaira pas, franchement il plaira peut-être pas à tous les lecteurs d'Olivier Norek, parce que il est vraiment différent des autres. Par contre, il y a une constante, dans tous les livres que j'ai lus de l'auteur, il y a au moins un moment où il fait du mal aux animaux. Il a réussi à faire du mal aux animaux, quoi. Voilà. Quand tu lui en parles, ça le fait marrer. Mais c'est pas drôle. Faut arrêter de maltraiter les animaux, c'est pas possible. Il y a encore une scène, et j'étais... Il a réussi à nous mettre une scène où il y a un truc horrible aux animaux. Mais bon, je pense que c'est devenu sa patte, il va nous faire ça dans chaque livre. En tout cas, voilà, j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré. Maintenant, je suis en mode gros désespoir, va falloir que j'attende 1 an pour avoir le prochain, voire plus, peut-être, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, c'est un auteur que je continue à suivre, et voilà. Si vous n'avez pas encore testé, essayez, vraiment essayez.
je vous dis, il y en a pour tous les goûts. Vous avez cette première saga où vous allez être avec un groupe d'enquêteurs que vous allez suivre sur 3 tomes. En pleine banlieue du 93, c'est trash, c'est gore, voilà. Et ensuite, vous avez celui que moi je préfère, qui est l'autre one-shot, où là, vous êtes dans The Jungle, donc la zone où même les flics ne mettent plus les pieds tellement c'est dangereux. Le No Man's Land, tu vois, à Calais. Et là, celui-là, il envoie du pâté, quoi. T'as intérêt à avoir les tripes bien accrochées, parce que celui-là, il envoie du pâté. Mais celui-là est bien aussi, hein. Celui-là est bien aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé, voilà. Vraiment. Et ce n'est pas juste parce que c'est Olivier Norek. J'ai vraiment aimé le livre. Et voilà, vraiment, c'était génial. Et j'ai surkiffé, même si je l'aime moins que les autres. Voilà. Je vais maintenant vous parler d'un graphique. Donc, il s'agit de Un été d'enfer de Vera Brosgol aux éditions Rue de Sèvres. Je vous l'avais montré, je crois, en book haul, je ne sais plus. Et il était tellement à l'opposé de ce que j'imaginais que c'était hyper surprenant. Et que du coup, enfin, je me suis éclatée en fait, parce que je m'attendais tellement pas à ça, que c'était génial. Donc, on suit une jeune fille qui s'appelle Vera, qui est d'origine russe. Elle a débarqué en France avec sa famille, enfin sa mère et son petit frère. Et elle essaye de tout faire pour coller aux critères de l'enfant américain. Elle essaye d'organiser des fêtes comme les petites filles américaines, avec des cadeaux, avec le gâteau, avec ceci, cela. Sauf qu'en fait, sa mère, quand elle organise tout ça, elle le fait, oui, mais le gâteau, c'est le gâteau que la voisine a voulu offrir, donc c'est un gâteau russe. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Et Vera a beaucoup de mal avec ça, elle le vit très mal, elle se sent différente, pas acceptée. Et elle veut s'intégrer, en fait, elle veut trouver des amis, elle veut s'intégrer. Quand elle entend parler d'un camp d'été spécial pour les enfants qui viennent de Russie, elle se dit, jackpot, c'est l'idéal, c'est ce qu'il me faut. Et pour une fois, je ne serai pas la seule à ne pas partir. Pour une fois, elle ne sera pas la seule à rester là l'été, elle va pouvoir faire son camp aussi, donc elle est hyper contente. Elle négocie pour y aller, elle engraine son petit frère qui n'a pas du tout, lui, envie d'y aller, un truc de fou. Et on la suit cet été-là, qui va être loin d'être un été de rêve. Et voilà. Et c'était rigolo, c'était sympathique. Il y a des jolis messages, je trouve, quant à l'intégration, quant à le maintien de sa culture. C'était vraiment chouette. Moi, j'ai vraiment passé un chouette moment. Je vais vous montrer quelques planches, bien sûr, à la place de ma tête, mais en tout cas j'ai passé un chouette moment de lecture. Moi j'aime beaucoup ce type de colorisation où on est sur un duo de couleurs comme ça. Là on est quand même axé fortement sur du vert. En même temps ils sont en camping, en pleine nature, je trouve que ça allait plutôt bien. J'aime beaucoup tous les aspects qui ont rapport avec la Russie dans le texte et dans l'histoire. Moi j'ai passé un chouette moment de lecture et ouais, alors mon seul truc, c'est que ce livre est trop fragile, je sais pas si vous pouvez voir, pourtant j'ai fait extrêmement attention et le dos est complètement flingué et ça me chagrine fortement. Et ensuite je vais vous parler d'une BD que vous avez vu passer absolument partout, mais j'avais envie de vous en parler quand même. Donc il s'agit de Dans les yeux de Lia, tome 1 en quête de vérité de Kuna et Carbone. Donc Carbone, c'est la scénariste de La boîte à musique. Je remets dans l'ambiance. On suit une jeune fille, Lia, qui a eu un accident de voiture il y a quelques années, qui aujourd'hui est en fauteuil roulant. Elle va aller vivre, c'est le début de l'histoire en fait, elle va aller vivre chez son meilleur ami, qui est en plein centre-ville, parce qu'elle commence un stage dans un cabinet d'avocats. On découvre très rapidement qu'en fait, si elle veut aller dans ce cabinet-là, c'est parce que l'un des avocats, donc l'un des associés, a négocié avec ses parents un accord en fait. En gros, ses parents ont été entre guillemets payés pour ne pas aller au-delà au niveau des poursuites. Et Lia veut savoir en fait ce que ça cache, qui l'a renversé, pourquoi. Voilà, elle veut avoir les tenants et les aboutissants de son histoire en fait, de ce qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Donc son idée c'est ça, c'est d'aller en stage là-bas, avec une autre avocate, hein, bien sûr. En plus, elle fait tout pour pas qu'on la reconnaisse. Et de mener l'enquête pour obtenir le dossier dont elle n'a que le numéro et voir réellement ce qui s'est passé ce jour-là. Donc voilà, donc on suit cette histoire-là. J'ai plutôt bien aimé. Maintenant, c'est hyper introductif, c'est un truc de fou. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose au niveau de l'histoire. Par contre, j'ai adoré les planches, vous êtes en train de les voir là au moment où je vous parle. La colorisation est
incroyablement belle. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait la couleur, les dessins, les images, et j'ai aimé la petite touche que je vais vous montrer là, où voilà, le petit clin d'œil à la boîte à musique. J'ai trouvé ça assez rigolo de la part de la dessinatrice en fait, et voilà. Mais c'est une chouette BD, sincèrement c'est une chouette BD qui est hyper introductif. On te laisse sur un cliffhanger de malade, mais voilà, c'était sympa. Mais c'est vrai que j'attends la suite et j'espère qu'on va pas devoir attendre 3 ans avant de l'avoir, parce que bah là pour le coup c'est vraiment qu'une introduction quoi. Voilà. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que vous avez découvert des titres, que je vous ai donné envie de découvrir des titres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un titre que vous espérez lire bientôt. Voilà, moi sincèrement pour moi le meilleur livre de ce point lecture c'est le Olivier Norek, mais en même temps ça fait 1 an que je l'attends, donc voilà. Et oui, je suis complètement fan, je l'admets, hein, voilà. Mais je reste objective, sincèrement je reste objective, puisque voilà, je vous l'ai dit, j'ai adoré, mais il n'est pas aussi bon que les autres. Et clairement aussi, la petite romance de Lucie Castel était vraiment fort sympathique. C'est vraiment les 2 titres, je pense qu'il faut se noter dans un petit coin de sa tête. Voilà. N'hésitez pas à me dire quel est le dernier livre que vous avez lu, ou le dernier qui vous a complètement emballé, parce qu'en ce moment, bah là vous les avez pas encore tous vus, mais je m'enchaîne des déceptions et ça devient très fatigant. Donc voilà, n'hésitez pas, donnez-moi des idées, ça peut toujours être cool à prendre. Vraiment pensez à laisser une petite trace de votre passage, c'est vraiment super important. Ça motive pour continuer à se mettre devant la caméra et à prendre du temps pour tout ça en fait. Donc c'est vraiment très important. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à jeudi dans une prochaine vidéo. Bye.